Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors aujourd'hui, je me balade. Voilà. Et j'ai une quête. J'ai un objectif très précis pour vous faire découvrir un truc, une bonne nouvelle. J'espère que je vais pas faire chou blanc. Mais ça, vous le saurez dans un instant. Et moi aussi. Et là, on commence en beauté par un échec cuisant. Et pourtant, la nouvelle reste bonne. C'est juste que aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que ça vaut. Mais l'info à retenir, c'est que la grande chaîne de boulangerie Paul a décidé pour le Veganary de se lancer dans un croissant vegan. Et normalement, c'est disponible dans tous les Paul de France et de Navarre, et peut-être même d'ailleurs, j'en sais rien, parce que Paul, c'est pas qu'en France. Et faut-il qu'il y en ait. Parce que là, j'ai fait 2 Paul qui étaient sur mon chemin, et ils n'en avaient pas. Ça veut pas dire qu'ils n'en ont pas d'habitude, c'est juste qu'il n'y en avait pas. Donc je n'ai pas pu goûter. Mais je ne pouvais pas passer à côté de l'information, parce que, mine de rien, c'est quand même super intéressant de se dire qu'une grosse chaîne comme ça, à échelle nationale, très bien implantée, dans les gares, les aéroports, et aussi en ville, propose désormais un croissant vegan. Parce que oui, c'est lancé pour le Veganary, ça c'est sûr. Mais ce ne sera pas un croissant éphémère. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça va permettre à tous ceux qui ont envie d'avoir un croissant vegan de temps en temps, de ne pas pleurer sur le fait de ne pas habiter sur Paris et de ne pas pouvoir accéder à VG Pâtisserie ou London Monkey pour avoir un croissant. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, Marie et Flo l'ont goûté, et Laura aussi d'ailleurs, l'a goûté l'autre jour. Moi, j'avais plus faim, donc j'avais dit non, je le prendrai une autre fois. Ah, j'aurais pas dû. Mais de leur opinion, c'était pas mal. Voilà. C'est pas le croissant du siècle, mais il est de qualité, il est bon, le feuilletage est bon, ça se passe bien. Donc voilà. Donc dites-moi si vous l'avez trouvé, si vous en avez dans votre coin, si vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des spots, des adresses où vous l'avez trouvé, pour que les autres puissent se déplacer sans se casser les dents comme moi, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une mini-série qu'on a beaucoup aimée avec Laura. Et c'est une série qui est sur Apple TV+. Alors, concrètement, c'est 6 épisodes et... Comment vous dire ? À la base, moi, je suis vraiment pas fan des univers carcéraux. Hein, c'est pas des sujets qui me parlent. Et je sais qu'il y a de très bonnes séries, a priori, sur le sujet. Mais moi, quand j'y ai goûté, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ça me fait pas vibrer. C'est un peu comme les trucs mafieux. Enfin, c'est vraiment pas des univers où je m'y retrouve et où ça m'intéresse. Donc c'est un peu difficile que j'accroche. C'est pourquoi Blackbird est une série qui n'a pas retenu mon attention dans un premier temps, mais qui m'a quand même été chaudement recommandée. Alors bon, on a regardé. On s'est dit au moins, un épisode, si ça passe pas, on arrête. Mais c'est très bien passé. Parce qu'il y a une véritable narration, il y a un propos, et la prison, oui, c'est le contexte, mais finalement, c'est pas vraiment le sujet. Alors, je vous donne un petit peu le pitch, comme on dit dans le milieu. On a un jeune trentenaire, beau gosse, à qui tout réussit, qui a le mauvais goût d'être aussi trafiquant de drogue, et il se fait arrêter par le FBI. Ok. Il est condamné à une peine de prison assez longue, et il est recruté à nouveau par le FBI pour une mission spéciale, à savoir intégrer une prison de haute sécurité qui a pour spécificité d'accueillir des détenus un peu spéciaux, à savoir des gens mentalement dérangés, très limite, voilà, en échange d'une remise complète de sa peine. Et l'objectif de sa mission est de se rapprocher de quelqu'un qui est soupçonné d'être un serial killer
et qui est très 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 particulier. Voilà, bah, je vous en dirai pas plus. Mais l'ambiance est bonne. Il y a un côté un peu oppressant, un côté carcéral, mais pas à outrance. Donc on se sent pas mal à l'aise non plus, ça va. Les acteurs sont très bons. La narration est top, la réalisation est vraiment léchée, il y a de belles images. Il y a un rythme qui fait que tout ne se passe pas entre quatre murs d'une prison. Rassurez-vous aussi, il y a beaucoup de choses sur des flashbacks, sur des mises en contexte. C'est très aéré en fait. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. L'histoire est super. Voilà. J'en dirai pas plus. Pour ceux qui l'ont vu, bah, surtout comme d'habitude, hein, pas de spoil dans les commentaires. Parce que voilà, il y a un dénouement. C'est une mini-série, c'est une saison, pas plus. Et il n'y a aucune raison qu'il y en ait davantage. Il y a une conclusion. Et ça, on aime aussi. Ok les amis, derrière moi, il y a le VBB House et c'est un nouveau restaurant vegan à Paris. Bien, ça c'est dit. Maintenant, VBB en français, c'est l'acronyme pour Vegan Burger Bar et ce nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, à l'époque, ils ont ouvert le Vegan Burger Bar qui était juste des burgers à emporter. Mais on ne pouvait pas s'installer sur place. Et depuis, ils ont fait pas mal de chemin. En effet, au-delà du burger donc uniquement à emporter ou en livraison, ils ont développé différents types de restauration, style sushi, hot dog, spring rolls et des sandwichs, mais tout ça sur des enseignes différentes, façon dark kitchen. Mais ça n'allait pas rester comme ça. Voilà, leur but ultime, c'était d'avoir un lieu dans lequel ils allaient pouvoir servir différents types de cuisine au même endroit et enfin pouvoir s'installer. Ce jour est venu et on va tester sans plus attendre. Et alors, amis de la technologie, bonjour. Les commandes se font grâce à des bornes numériques tactiles et vous allez donc pouvoir choisir exactement ce que vous voulez, soit des produits sols, soit des menus, il y a des formules, dans différents types de cuisine. Mais ne vous bloquez pas, vous allez pouvoir commander des recettes de différents restos en même temps, hein. C'est tout le but du jeu. Donc si vous avez envie de commencer par des sushis en entrée, commencer directement par un gros burger avec des frites, finir avec un hot dog en dessert, une de mes grandes spécialités, c'est possible. C'est possible. Bon, bah voilà, hein, on y est. Fait sur place. On va mettre son nom. Voilà, bah, je m'appelle Sébastien, hein, ça vous le savez. Ok, et là, vous voyez, Vegan Burger Bar, My Vegan Hot Dog, Vegan Sandwich Club, Vegan Panini House, Vegan Sushi House, le Paradis du Rouleau et le My Vegan Poké. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, surprise, vous avez choisi un sandwich, un burger, un hot dog, quelque chose. Vous avez tout un tableau de suppléments potentiels. Donc, vous allez pouvoir customiser, personnaliser ce que vous voulez. Donc, les combinaisons sont assez infinies. Cela dit, méfiance. Si vous rajoutez des choses, soyez sûr que ça va bien avec la recette d'origine. Ne faites pas les fous. Et pour l'orgie, bah voilà quoi. Hein, la team. Bon alors, moi j'ai pas pris de burger contrairement à Marie et Flo parce que les burgers, j'ai déjà goûté, je vous en ai déjà parlé, donc c'était pas le point intéressant. Par contre, je n'ai jamais goûté tout le reste. Il y a de quoi faire. Donc là, j'ai jeté mon dévolu sur un sandwich et un hot dog. Et Laura, elle a pris un assortiment de sushi. Voilà. Bon, bah on va attaquer. Bon, le hot dog, il est beau. Le pain a l'air moelleux et croustillant. C'est généreusement garni, mais pas à outrance parce que oui, ça fait plaisir d'avoir des hot dogs des porcs, de trucs, mais c'est immangeable, on en met partout. Donc là, ça a l'air à échelle de bouche humaine, on va dire. Goûtons.
Mmh. Pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, on est sur une saucisse Moving Mountain que je trouve vraiment très réussie. C'est nappé avec une sauce style mayo épicée. Elle a du retour, hein. Elle est vraiment bien, comme j'aime. Pas dans l'excès, mais juste ce qu'il faut. Les oignons frits, il y a des cornichons, il y a des jalapenos. Et le pain, je confirme, il est vraiment bien. Donc, je valide le hot dog. Et tout de suite, la suite. Alors, le hot dog, c'est validé. On vise d'entrée, au lieu de faire un dessert. C'est pas mal. Ok. Et là, le sandwich, il est coupé en deux. Mais c'est généreux. J'ai pris la version London. Oh là là. J'avais tenté à faire comme vous aussi. Le pain. Bon, Ça, c'est le beat. le pain est super bon. Alors, il est très rond. C'est un pain brioché, Bon, il est vraiment assez, avec une mie assez dense, mais très très moelleuse. Ça, c'est la chose. Donc ça, c'est super. Alors l'intérieur, c'est du Beyond Meat qui est retravaillé d'une certaine manière. On a du cornichon, de la salade, de la moutarde et un confit d'oignon, maison bien sûr. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça change. On n'est pas sur un esprit burger. Et c'est vraiment le pain qui fait tout le charme. Après, la conception, certes, oui, ça ressemble un petit peu à un burger, mais c'est différent. Hein, m'embêtez pas. Ça c'est fait. Maintenant, je vais attaquer quelques maquis, parce que quand même. Donc, ça, c'est l'aubergine marinée, frite, je sais pas. C'est cuit. C'est pas l'aubergine crue. Ça aurait été bizarre. C'est vraiment super. Puis, un truc là, c'est sympa. C'est hyper simple, mais c'est original. Utiliser de l'aubergine, bah, ça change. Et au niveau de la texture, c'est sympa. Ensuite, Pas gras là-dessus. après. Ah, tu as. Ils veulent tous me faire goûter tout. Hein. Non. Là, je passe à une sorte de California Roll avec de la tomate séchée dessus, après ce qu'il y a dedans. Donc, attends. Là, ça fait avocat dedans. Ah, c'est beau aussi. Ah, oui. Tu m'étonnes, j'ai pas trouvé avec l'avocat. Ouais. Ça fonctionne bien. Il y a un mélange de goût qui fait que c'est intéressant. Alors, c'est vraiment la tomate séchée qui ressort le plus, qui donne un sushi du soleil, tu vois. Non, j'aime bien. Alors ça m'intrigue beaucoup. C'est un sushi cornichon braisé. Ok, why not? C'est bon. C'est un concept. Mais c'est bon. Honnêtement, je trouve ça rigolo. Mais là, on va arriver à un gros... regardez-moi ça. Voilà. Un gros maquis avec les tranches d'avocat, la mayo. Et à l'intérieur, c'est je pense, du Beyond Meat. Non, c'est un mélange avec des oignons frits, du C'est pas mauvais. tiens, pas de C'est original. Ça a beaucoup de saveur. Alors effectivement, on a ce côté un petit peu burger à cœur. Mais c'est un autre univers en bouche quand même. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, Flo, il avait pris la version le sushi meat. Donc là, il y a juste le mélange de haché végétal à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre chose. Pas de sauce, rien. Nature, brut. C'est vrai que c'était. Ça fonctionne. C'est bon, hein. J'aurais pas pensé à mettre un simili carnet comme ça au cœur d'un sushi. Et pourtant, l'idée était bonne, c'est original. C'est pas orthodoxe, hein, c'est sûr. Mais c'est bon. Et enfin, je vais finir ma dégustation avec le maki qui est mango foie gras. Et c'est un foie gras végétal maison. Alors, il y a du pour, il y a du contre. C'est harmonieux. Mais moi, vous le savez, le sucré salé, ça, c'est moyen. Surtout quand c'est du fruit. Et là, la mangue est très sucrée, elle est très florale, elle est très aromatique, donc c'est très bon. Mais voilà, moi, c'est pas les goûts que je recherche pour manger dans un sushi.
mais ça fonctionne, il y a un bon équilibre. Pour le foie gras, il est très bien. Il est très très bon. Je te conseille qu'il est fait maison. Mais bon, je l'ai reconnu. J'ai eu la confession de la cuisine. Oui, c'est ma recette. Ça aide à que ce soit bon. Bon Flo, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Bah alors moi j'ai bien aimé. Alors j'ai pas réussi à tout finir parce que Marine ne m'a pas aidé comme convenu. Mais tu as eu surtout les yeux plus gros que le ventre comme d'habitude. Bah moi j'étais dans le partage, tu vois, dans tout ça et effectivement non, j'ai pas tout fini, mais franchement c'était vraiment bon. Après j'avoue que je pense que j'associerais pas quotidiennement d'un burger avec des sushis. C'est quand même atypique. C'était l'occasion. Voilà, c'était là pour tester un petit peu. Mais les sushis sont vraiment, je suis vraiment surpris parce qu'ils ont vraiment une proposition originale. Et le burger, moi j'ai pris le foie gras, donc je pense que c'est éphémère vu qu'on est de saison, avec une confiture de violette et un foie gras maison. Trop bon, enfin j'ai adoré. Donc franchement, je suis agréablement surpris par cette adresse, je recommande. Bon Marie, Ouais. t'en as pensé quoi? Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, j'avais peur qu'il y ait trop de choses en un même endroit, tu vois. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça va pas un peu empiéter sur la qualité? C'est le risque, c'est Le vrai. risque, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. T'as des sandwichs, t'as des burgers, t'as des sushis, t'as des panini, t'as des pokés, Le hot dog. des hot dogs. Et donc, je me suis dit, bon, à voir. Et moi, j'ai pris une chicken burger parce que bon, tous les burgers sont à base de Beyond Meat quasiment. Et moi, je digère pas très bien le Beyond Meat. Donc, j'ai pris la version chicken et je l'ai trouvé très très bon. Franchement, pas déçu. Je me suis régalée. Les frites étaient très bonnes aussi. J'aime bien les frites un peu texturées comme ça avec des petites herbes et tout. J'ai pioché vite fait dans les sushis de Flo. Pareil, très sympa. Enfin, non, franchement, c'est un chouette endroit. On peut s'asseoir, la déco est sympa. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est cool parce que si personne a envie de manger les mêmes choses, bah, chacun prend son truc. Et puis, Et la prochaine fois, tu prendras un Pokéball, tiens, ça t'apprendra. ouais, je prendrai ça la prochaine fois. Bon alors, toi, est-ce que tu as un avis à donner? Oui. Alors, Lequel? franchement, je pariais pas un copec dessus. Et finalement, j'étais surprise, agréablement surprise. Donc, je vous recommande. Et alors, par contre, j'ai un truc à vous dire. C'est pas le moment de lâcher des pouces et de mettre un like sur cette vidéo. non? Et de s'abonner. Mais bien évidemment. Ok. Allez, salut. Ok, j'ai plus rien à faire. Bon, voilà, c'est fait. On a bien mangé ce midi. Bonne découverte, bon concept, audacieux, effectivement, comme l'ont souligné Marie et Laura. Proposer différents types de cuisine, c'est un pari risqué parce que ça pourrait jouer sur la qualité et de ce que j'ai goûté et de ce que tout le monde a goûté, ce n'est pas du tout le cas. Tout va bien, tout est bon, tout est frais, c'est agréable, c'est bien. On était bien installés, on a passé un bon moment et on s'est régalé. Que demander de plus? Comme je sais que vous êtes un certain nombre à apprécier le café, j'ai eu envie, une fois n'est pas coutume, de vous partager une petite découverte que j'ai faite. Et comme j'ai eu l'occasion de tester, je me suis dit, bah, autant faire ça avec vous. Je vais vous parler d'une méthode d'extraction qui vient d'arriver en France, mais qui est déjà disponible au Japon depuis quelques temps. Hein, et j'espérais que ça arrive. Il s'agit du Hario Switch. Et ça nécessite quelques explications. Alors Hario, techniquement, c'est certainement la plus grande marque japonaise pour ce qui concerne le matériel lié au café. Et c'est grâce à eux qu'on a eu un vrai renouveau sur certaines méthodes d'extraction un peu désuètes, mais qu'ils ont su remettre au goût du jour et remettre au devant de la scène au sein du café de spécialité. Je pense que le plus emblématique, je l'ai entre les mains, c'est le fameux V60. V60 pour ceux qui veulent se la péter. Donc oui, le V60, c'est un porte-filtre avec ses fameuses rainures concentriques et qui utilise un filtre triangulaire qui permet une extraction lente, mais sûre au niveau de la révélation des arômes. Moi, c'est une méthode que j'affectionne. Mais parfois, on a envie d'autre chose. En effet, le V60, ça demande quand même de se concentrer, d'être dans l'instant. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans le café, c'est faire corps avec le moment et réussir à faire une belle extraction maîtrisée, réfléchie. Et pas juste appuyer sur un bouton et puis laisser faire. Mais reconnaissons-le, parfois, on n'est pas dans le truc et on a envie de quelque chose de plus simple, mais qui reste qualitatif. Et c'est pourquoi il y a cette autre méthode, le Cleaver Dripper. Alors ça, c'est pas du tout de chariot, hein. Alors c'est un plastique et
Concrètement, vous mettez des filtres, le filtre standard comme les machines à café que vous trouvez partout, le fameux numéro 4 en forme de chapeau, là, vous le mettez dedans, vous allez mettre de l'eau, du café, vous laissez infuser et vous reposez sur un récipient, sur une tasse, et ça va couler tout seul. Il n'y a rien à faire, il y a juste à mesurer le temps, c'est super facile. Ok, donc on a vraiment deux écoles différentes. Une avec le V60 où l'eau passe à travers le café et s'écoule à travers le filtre en temps réel, et celle-ci qui est une méthode dite d'immersion où le café va rester dans l'eau, s'infuser, et une fois le temps écoulé, on va le libérer pour qu'il se filtre à travers le papier. Deux écoles. Et bah, Ario, ils ont décidé de nous proposer un truc hybride qui nous permet de faire les deux méthodes ou les combiner. Et c'est là que ça devient intéressant. Voici donc le fameux Ario Switch qu'on m'a prêté, donc je vais pouvoir m'amuser avec. Eh bien, découverte, hein, sans plus attendre, on le déballe et on voit à quoi ça ressemble, mais sur le papier, ça n'a pas l'air mal. Voyons ça. Ok. Donc là, ça ressemble tout de suite à un V60 classique. Sauf que oui, on a une base caoutchouc et puis ce petit interrupteur sur le côté. Ok. Et alors c'est livré avec une petite carafe et des filtres. J'ai fait une petite comparaison avec le V60 classique. C'est très cousin, hein. C'est très cousin. Sauf que celui-ci est un peu plus haut. Là, j'ai une base dure et là, c'est une base caoutchouc qui doit donc éviter de glisser. Ce qui est plutôt malin. Mais sinon, voilà. On voit qu'il y a un mécanisme en plus, quoi. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous pouvez peut-être le voir, je vais vous montrer. Au fond, il y a une bille en acier. Et quand j'appuie sur le bouton, vous voyez, elle bouge. C'est simplement qu'elle ouvre ou qu'elle ferme la valve. Ça, c'est intéressant. Bon, ok, tout ça, c'est bien beau, mais moi, j'ai envie de me faire un café, donc ça tombe bien, je vais pouvoir faire un vrai test et essayer de voir ce qu'il en est. On va quand même remettre en place quelques points de théorie pratique, si j'ose dire. Pour préparer un café de spécialité correctement, généralement, on recommande, surtout sur un V60, de faire ce qu'on appelle une phase de blooming, c'est-à-dire qu'on va arroser la mouture au fond du filtre juste à niveau pour que le grain s'ouvre et se dégaze. Et c'est très important comme phase. D'ailleurs, généralement, vous verrez souvent des petites bulles qui ressortent. C'est primordial de laisser cette phase de blooming pendant 30, 40, 45 secondes avant de commencer réellement d'infuser le café, de le passer. C'est primordial. Donc, quand on fait un cleaver dripper, par exemple, il n'y a pas de blooming. Ben non. On met le café, on met l'eau, ou on met l'eau et le café, méthode que je préfère. Mais on ne va pas mettre une pré-infusion. C'est pas fait pour. C'est pas conçu pour. Alors que là, je pourrais très bien faire une phase de blooming où j'ouvre la valve pour que le liquide s'évacue et qu'on ait juste la mouture qui est humidifiée et ouverte. Puis je referme la valve et là, je vais utiliser la méthode par immersion. Deux étapes qui sont normalement pas si conciliables. C'est ça l'idée du Ario Switch, c'est permettre de conjuguer différentes techniques et inventer de nouvelles recettes qui restent à être expérimentées bien sûr. Bon, mon eau est chaude, mon café est moulu, maintenant on va mettre le filtre, donc comme je vous l'ai dit ce sont des filtres triangulaires, ce sont les mêmes filtres que pour le V60, pour ceux qui se poseraient la question. Donc je le mets en place et la première chose à faire c'est mouiller le filtre pour le rincer et le laisser adhérer à la paroi du porte-filtre. Voilà. Et là, j'ouvre la valve puisque j'étais en position fermée et donc ça vient de s'écouler. Alors aussi, hein, quand on mouille le filtre avec l'eau chaude, ça a une autre fonction, c'est préchauffer le flaconnage, que ce soit le porte-filtre ou le récipient en dessous. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la chaleur transmise par l'eau
On va laisser juste quelques secondes, mais c'est important de préchauffer la matière pour éviter les chocs thermiques et les baisses de température trop soudaines. Allez, c'est parti pour le moment de vérité. Donc la valve est en position ouverte, donc le liquide va s'écouler. Je rajoute 12 grammes de café moulu de manière moyenne. Voici. Je répartis la mouture et je fais un léger espace comme un petit puits. Voilà. Et c'est parti, je lance le chronomètre. Bon. Je vais mettre 30 grammes, 40 même, voilà. Pour 12 grammes de café. Et là, on va attendre 40 secondes. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez bien qu'il y a des petites bulles qui remontent à la surface. C'est exactement ce que je vous disais, c'est en train de se dégazer. Et le temps imparti est écoulé, donc je vais maintenant mettre mon switch en position fermée et rajouter mon eau. Et donc là, je pars sur, au total, 200 ml d'eau, mais je viens d'utiliser une petite partie, donc c'est vraiment au total. Voilà, on y est presque. Paf, 200. Un petit, doucement. Voilà, un petit mélange pour que la mouture se répartisse bien. Et maintenant, on attend. Sur mon chronomètre, j'attends 2 minutes 30. On y est presque. 26, 27, 28, 29. Et là, j'appuie. Et, vous voyez, ça libère le café. Et ça tombe dans le flacon en dessous. Maintenant, il y a juste à attendre que ça s'écoule. Ce qui devrait prendre, au total, moins d'1 minute. Et voilà, c'est prêt. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. La mouture est bien plate. Tout va bien. Voilà, mon café est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, c'est un café que je connais bien, que je travaille depuis quelques jours, avec différentes méthodes. Donc, je suis à peu près à même de pouvoir voir s'il y a des variations au niveau de l'extraction qui font que oui, c'est mieux, c'est moins bien, ou c'est juste différent et intéressant. On va voir. C'est un café que j'ai fait donc avec le Cleaver Dripper et avec le V60 entre autres. Voyons. Ah, c'est un petit bijou. Le nez est fou. C'est assez différent, hein. Alors je sais que c'est très subjectif parce que ça va être difficile de vous retranscrire les sensations, mais j'ai vraiment un hybride en bouche, comme la solution elle-même. C'est assez marrant. Et encore là, j'étais vraiment au plus simple. J'ai pas travaillé sur, par exemple, verser le café, l'arroser en mode valve fermée, attendre, laisser couler, refermer, réinfuser, relaisser couler. En fait, je pense qu'il y a une manière de s'amuser et de créer effectivement des méthodes peut-être un peu plus complexes, mais on va être honnête, c'est un outil qui va être réservé à des gens qui ont envie de s'amuser avec le café, qui ont envie d'aller un peu plus loin, pas forcément pour le quotidien, quoique, puisque c'est une solution tout en un et que rien n'oblige finalement à jouer avec ce système, on peut très bien se dire je fais de l'extraction version V60 de la même manière qu'un vrai V60, puisque ça marche. Je vais faire de la méthode version Cleaver Dripper dedans, puisque c'est un clone du système. Ou alors, quand on a le temps, on s'amuse, on joue sur les variables et on essaye de pousser un peu plus loin nos extractions pour voir ce que ça donne. C'est fun, j'avoue c'est fun. Alors, conclusion, à qui s'adresse ce Hario Switch? Alors, je dirais déjà pour les gens dans mon genre, les gens qui sont passionnés par le café et qui ont envie d'avoir un nouveau gadget pour s'amuser.
Mais c'est pas qu'un jeu, ça permet aussi de rechercher de la qualité. C'est toute l'histoire d'ailleurs dans le café, c'est chercher la qualité, gommer les imperfections et extraire le meilleur de ce que chaque café va nous donner. Donc, moi ça me plaît bien. Par contre, oui, j'ai déjà un V60, j'ai déjà un Cleaver Dripper, donc c'est un peu redondant. J'aurais tendance à dire que si je voulais acheter ceci, il faudrait que je revende les deux autres méthodes, histoire de gagner de la place, et d'avoir un 2 en 1, tout simplement. Ensuite, je pense que c'est intéressant pour tous les gens qui commencent dans le café à s'intéresser aux choses un peu plus sérieuses, et qui disent, bah, pareil, autant acheter un 2 en 1 et jouer avec 2 méthodes, puis aller plus loin comme je vous l'ai suggéré. Ça peut être une bonne solution. Ça va s'adresser aussi à vous qui n'aimez pas le café et qui avez un bon pote ou une bonne copine qui adore le café et qui ne connaîtrait certainement pas cette méthode qui, encore une fois, vient juste d'arriver en France en termes de disponibilité. Donc, je pense que vous pouvez que faire plaisir en offrant un tel équipement, selon moi. Autre précision quand même très très importante, on parle bien de café de spécialité. Il ne sert strictement à rien de s'équiper avec ce type de matériel si vous ne comptez pas consommer des cafés artisanaux, torréfiés de manière contrôlée, des petites productions, enfin le café de spécialité. Si c'est pour mettre du Lavazza ou du Grand-Mère, ça ne sert à rien. Gardez votre équipement, vous n'aurez pas un meilleur résultat. Pas du tout, non, vraiment. Donc ne faites pas ça. C'est pas pour les gens qui veulent juste boire un café vite fait le matin. C'est fait pour les gens qui ont envie de prendre le temps de découvrir l'univers du café. Et ça, moi je vous engage à le faire, mais ça ne dépend que de vous et de votre curiosité. Il y a du nouveau chez Eura. Voilà, la petite marque de Barcelone qui s'implante de plus en plus en France et en Europe de manière générale, a décidé d'aller dans une voie qu'elle n'avait pas encore explorée avec 2 nouvelles références pour le peu audacieuses, je trouve, parce que j'ai tendance à penser que c'est un terrain un peu casse-gueule. Ce que je veux dire par là, c'est que Eura vient de sortir des simili-poissons. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Et quelque part, oui, je suis un peu inquiet. Ah, quand je dis que je suis inquiet, c'est juste que, jusqu'à présent, soyons honnêtes, les simili-poissons qui sont apparus sur le marché sont toujours bourrés de défauts. À savoir que soit on a un goût assez authentique, mais la texture n'est pas au rendez-vous, soit on a une texture qui est vraiment intéressante, mais le goût est un peu fadasse, soit on est loin du compte, malgré l'intitulé. Bref, j'ai rien goûté à ce jour où je me dis, ah ouais, mais là, les yeux fermés, c'est du poisson. Rien. Il y a des choses approchantes. Je me souviens par exemple de Moving Mountain, ou même de Garden, qui a des produits très intéressants. Alors, le truc, il est enrobé de panure, et avec une sauce, avec les codes, bah oui, ça passe bien, et les yeux fermés, ça pourrait même faire illusion. Mais c'est tout. Donc aujourd'hui, on va découvrir 2 références. La première, c'est le filet pané. Alors, le filet pané, hein, comme vous pouvez le voir, c'est 2 filets qui sont effectivement visuellement très proches de ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. Et alors là, bon, classique, l'ami des enfants, le bâtonnet. Alors vous avez deux packaging différents. Simplement que celui-ci est en rayon frais et celui-ci est en rayon surgelé. Voilà, il est décongelé. Et voilà, vous vous étonnez pas s'il y a 2 boîtes différentes. Donc, je vais les faire cuire. Et puis on va goûter et on va voir ce que ça vaut. Et s'il y a une vraie différence entre les 2 produits ou c'est juste la forme qui change. Pendant que la poêle chauffe, j'ai comme ouvert déjà les filets. Et ouais, au nez, on a vraiment un nez marin. Une odeur d'algues nori un peu concentrées. Ok. Donc déjà, si le goût correspond à l'odeur, je serai satisfait. On va voir. Allez. Comme ce sont des produits fiers d'être méditerranéens et qui ne cuisinent leur recette qu'à l'huile d'olive, eh bien je vais faire cuire ça aussi à l'huile d'olive. Eh oui. Voilà, c'est chaud.
on va y aller. Let's go! Alors, pour ces filets, on nous parle de 3 à 4 minutes de cuisson, donc 2 par face, on va dire. J'ai bien surveillé ça. J'ai mis le feu plutôt doux pour éviter que ça grille trop. On verra bien. Et là, maintenant, on va se poser la question de avec quoi c'est fait. Ça non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Où est la composition, les amis? Je pense qu'elle est sur le côté. Voilà. Nous avons du concentré de protéines de soja, de l'huile de colza, des flocons de riz, de l'arôme. Bon, ok, huile d'olive extra, farine, riz, maïs, pois chiches, huile de micro-algues, fibres végétales, amidon de maïs, stabilisant, méthylcellulose, normal, sel, dextrose, vitamines, blablabla, blablabla. Ok, donc la base, c'est la protéine de soja. Ok. Allez, je retourne. Parfait. Bon, je vais vous dire tout de suite, hein, en cuisine, là, il y a une odeur de fish and chips qui flotte. Ouf! Alors, résultat des courses, on a quelque chose d'assez crédible. Bon, alors, désolé pour le bruit derrière, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre en grand parce que l'odeur est particulièrement crédible. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait cuire du poisson dans la pièce et ça n'a pas un charme particulier que je recherche. Par contre, oui, c'est crédible. Donc, on va voir. Allez. Voyons ça. Ah ouais, quand même, quand même. Oui. J'ai un simili poisson. Alors, ok, je pense qu'on distingue quand même que c'est du simili. Par contre, la mâche est super agréable. On est presque sur la texture de leurs nuggets, mais en différent. Oui, on est plus sur une texture un peu de viande blanche. Plus souple en bouche. Et le goût est marin. Le goût est fishy, quoi. Oui, oui, oui. Oui, ça marche. C'est pas trop salé, ça va bien. La panure est assez légère. On n'est pas sur la même panure, justement, que les nuggets ou les escalopes. Non, non. On est sur autre chose. On est plus sur, justement, cette panure de fish and chips à l'anglaise. C'est pas mal. Franchement, s'il n'y avait pas cette odeur, je serais ravi. Et l'odeur, j'avoue, moi j'ai un peu de mal. Par contre, à la dégustation, là j'imagine bien les frites, la petite sauce tartare qui va avec, et puis c'est parti, quoi. Un petit peu de Worcester dessus, et cool, quoi. Clairement, ce filet est très réussi. Moi, ça me plaît. Je suis pas déçu, au contraire, je suis rassuré. Ça fonctionne. Maintenant, on va passer au bâtonnet. Bon, j'en profite, la poêle est encore chaude. Bon, là, vous avez tout de suite les traceurs. Bon, j'ai évité de mettre le morceau de carton, là, parce que ça, ce serait ridicule. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Et voilà. Allez, on va essayer d'équilibrer tout ça. 7 bâtonnets. 7 bâtonnets. Pourquoi pas 8? Alors, on est sur le même temps de cuisson, hein, sauf que là, effectivement, je vais faire face par face. Voilà. Et ça se passe bien. Ça a l'air plus épais quand même comme texture. Et la panure a l'air différente. Bon. Bon. Ça se présente bien, hein, honnêtement. Toujours la même odeur. Alors, effectivement, je pense que c'est pas la même panure. On va voir ça. Là, concrètement, on n'a pas la même panure. Au lieu que ce soit une panure légère à la fish and chips, là, on est plus sur une panure avec une petite chapelure. C'est plus croustillant, moins friable. Le fait que ce soit plus épais, ça donne une mâche plus consistante en bouche et légèrement plus humide à cœur. Sinon, la texture est assez cousine. Et le goût, il y a peut-être une influence de la panure pour avoir une petite variable. Je trouve qu'il y a une subtilité qui fait que le goût est légèrement différent,
mais on est dans le même type poisson blanc, filet de colin, quoi. En fait, c'est ce genre de saveur. Pas plus, pas moins, c'est pas des goûts très forts, mais c'est assumé. Il y a pas d'ambiguïté, c'est pas fade, c'est bien fait. Ah oui, ça c'est bien fait. Et on y revient, hein. Sincèrement, quand j'étais gamin, j'aimais pas la viande, mais j'aimais pas le poisson non plus. Et les seuls trucs qui passaient sans trop de problèmes, justement, c'était le poisson pané et le saumon fumé. Et puis dans les trucs de la mer, c'était les moules et les calamars, hein. Après, le reste... Et j'en ai goûté des trucs, hein, mais non, j'ai jamais aimé le poisson, ni l'odeur, ni la texture, ni le goût. Enfin, non. Ah. Donc j'ai forcément toujours un petit a priori, et curieusement, j'ai plus cet a priori du tout sur les simili carnés, alors que je n'aimais pas la viande. Et là, je me rends compte que sur ce type-là, je suis capable d'apprécier un simili poisson, sans dégoût, sans mauvais souvenirs, sans machin. Mais ça évoque des trucs, c'est très crédible. Voilà. C'est du bon boulot. Alors, pour l'instant, c'est une toute nouveauté, et c'est pas encore très bien distribué. Vous allez trouver ça dans les épiceries véganes, dans un premier temps, que ce soit physique ou en ligne. Et ils ont déjà des accords de distribution, là où on trouve les autres produits Eura, mais ça va être au fur et à mesure. Ça prend toujours du temps de s'implanter en grande surface, mais attendez-vous à voir tout ça chez Carrefour, Monoprix, etc., etc. Sous peu. Surveillez. Et si vous envoyez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire à quel endroit vous en avez trouvé, du moins quel type d'enseigne. Bon, si vous avez suivi, la semaine dernière, je vous ai parlé de mon affection particulière pour le magasin Temps de Frères. Et oui, j'ai filmé, certes, mais j'en ai profité aussi pour faire mes courses. Je ne me suis pas déplacé juste comme ça. Donc, le basilic thaï, c'est introuvable. Je ne comprendrai jamais, en fait, pourquoi, chez les primeurs, on ne trouve pas de basilic thaï. C'est complètement idiot, parce que ça pousse en France. Donc là, chaque fois que je vais chez Tang, je prends un gros paquet, mais c'est trop. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un truc. Des nouilles version udon, du basilic thaï. Ben, je me dis, et si on faisait des pâtes au pesto, mais en mode asiatique? Allez, on essaye. Et nous y voilà, c'est l'heure de vérité les amis. Ça sent très bon, ça s'est déroulé exactement comme je l'imaginais. Bon, allez, goûtons. Oh oui. Oh oui. C'est assez magique parce qu'on a des pâtes au pesto. Mais la texture des udon, c'est quand même autre chose que de la pâte italienne, c'est sûr.
c'est plus moelleux et ça a un côté plus rebondi. Enfin, c'est différent et c'est ça qu'on aime. Ensuite, d'avoir substitué le basilic classique par du basilic thaï, ça donne un parfum unique. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas rajouté un fromage végétal ou même de la levure maltée, mais j'ai préféré rajouter du miso blond pour donner l'umami, la profondeur, etc. Donc il n'y a rien de trop. C'est un bon équilibre entre le basilic, le piment, l'ail, l'umami, pas trop gras, juste la bonne dose d'huile. Impeccable. Ça a juste nappé les pâtes comme il faut pour les nourrir, mais ça baigne pas non plus. Et ben voilà, simple, efficace, délicieux. Je suis à Lyon, je suis au Sierra de Lyon. Le Sierra de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros salons dédiés à la bouffe, quoi. Donc les choses qui nous intéressent. Et ce qui m'intéresse forcément, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme proposition en végétal. Et surtout, bon bah voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien, hein. C'est que je travaille sur le stand de La Vie. Je vais faire des BLT avec le bacon La Vie. Ah yes. Bon bah du coup, moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un peu une petite visite. Je sais pas si je vais pouvoir déguster des trucs. On verra. On va se laisser porter. C'est énorme comme salon. C'est un salon qui est réservé aux professionnels, donc n'ayez pas de regrets si vous pouvez pas venir. Cela dit, quand je dis réservé aux professionnels, c'est juste que bon bah voilà, il n'y a rien à acheter. Et je commence sans plus attendre avec Kokiriki, la marque française établie en Bretagne qui nous propose des simili carnets. On va voir s'il y a des nouveautés sur le stand. Bon, déjà, moi je constate qu'ils ont changé le packaging. Ouais, il y a des nouvelles références. Et là, on a aussi des formats professionnels en fait. Incontournable, le stand de Eura. Magnifique. Bon, vous voyez, hein, on est vraiment sans truc pro. Et alors là, on a les gammes de produits. On va se rapprocher et attendre que les gens s'en aillent. Bon, comme vous pouvez le constater quand même, hein, Eura, il y a ce qui existe et ce qu'on trouve. Il y a du choix en fait. Bon, face à moi, j'ai le stand de Garden Gourmet. Et là, ici, ils présentent que des gros formats professionnels. C'est intéressant, pas pour l'achat pour nous, bien sûr, vous l'aurez compris. Et c'est intéressant de se dire qu'ils vont s'adapter aux restaurateurs, ce qui va permettre à des restaurateurs d'avoir moins d'excuses pour introduire plus de végétal dans leur cuisine et dans leur menu. Donc, pour nous, c'est tout bénef. Bon, le stand de La Vie, il y a déjà du monde. On aura le temps d'en reparler. Bon, là, on a le stand à Pivor, qu'on ne présente plus. Je vais regarder s'il y a de la nouveauté. Alors oui, il y a une petite nouveauté que j'ai pas goûtée. Ça. C'est le suprême végétal et en fait c'est un peu version escalope milanaise. Voyons ça. Ah, ça du goût. Il y a vraiment une bonne panure bien croustillante, savoureuse. La fibre est super agréable. On est sur le côté blanc de voyage, ça marche bien. Ok, ça, je valide. Pâtisserie et biscuiterie végétale, Calamos. Ah bon, c'est des cookies, visiblement. Je vais regarder ça de plus près. Ok, donc oui, c'est bien des biscuits, des cookies, c'est fabriqué en Bretagne. Goûtons, voilà. Classique et de bon goût. C'est ce qu'on attend d'un cookie. Pas trop sucré, une bonne texture. Juste le côté un peu crunchy à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Bah, c'est pas fondant, mais c'est normal, faut pas exagérer non plus. Très bien. Franchement, je veux bien les petits biscuits comme ça souvent, moi. Ouais. Bon, le problème, c'est que le salon est absolument immense et qu'il va falloir s'y retrouver. Pour l'instant, toutes les adresses que j'ai vues, c'était au hasard. Bon, bah, ça se passe super bien sur le stand de La Vie et je vais me faire une petite pause parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, ça se calme un petit peu. Je vais en profiter pour me balader dans le salon à la quête du produit vegan. Ah tiens, accro. Ouais, je vous en ai déjà parlé de ça. Là, il y a toute une gamme. Et il y a des nouveautés. Ça, là, c'est de la merguez végétale. Mais on en reparlera.
Ok, alors là, je suis sur le stand de Redefine Meat, qui est une société qui propose des simili-carnets. Et ce que j'ai entre les mains, ça, c'est de la viande imprimée en 3D. Alors, viande végétale, hein, on est d'accord. Et il paraît que c'est bluffant. Je vois. Honnêtement, la mastication, la fibre est super intéressante. Ça se décharge bien sous la dent. Ça donne quelque chose d'assez atypique pour du végétal. Au niveau du goût, c'est très aromatique, ça a beaucoup d'umami. J'ai pas pour autant un souvenir de goût de viande pour autant, tant mieux. Mais c'est bon et la texture est top. Donc ouais. Ils font plein de trucs, hein. Ils ont plein de produits au catalogue. En tous les cas, de toute façon, comme d'habitude sur mes vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller voir les catalogues, que vous sachiez. Parce que là, sur ce salon, de toute façon, je ne peux pas tout goûter. Mais rien que ça vaut la peine. Ah, c'est incroyable, hein. Ils m'ont fait goûter plein de trucs différents, des saucisses, du haché pour faire des steaks, un truc de kefta. Super. J'ai hâte qu'on puisse trouver ces produits, hein. Franchement, je vous tiendrai au courant. Comptez sur moi. Allez, on continue. Bon, Beyond Meat, c'est pas la peine que je vous en parle, hein. Vous connaissez. J'ai quand même allé poser des questions, voir s'il y a des nouveaux produits Beyond Meat disponibles en France. On sait jamais. Bon, bah la nouveauté, hein, ça va être ça, hein. Bon, alors la seule nouveauté que je vois là, c'est des nuggets. Donc, je vais pouvoir goûter. La panure est très bien. Très bonne mâche. Bon, le goût, on est toujours sur l'idée de volaille, donc c'est très neutre, mais la texture est très réussie. Ouais. Bon, bah voilà. J'ai bien fait de me déplacer. Bon, alors, fin de journée. J'ai clairement pas vu tous les stands. J'avais une liste longue comme le bras, mais le lieu est vraiment gigantesque. Et je n'ai pu vous montrer que ce que je pouvais dans le temps imparti. Il faudrait passer plusieurs jours. D'ailleurs, le Sierra, c'est sur plusieurs jours. C'est pas par hasard. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a eu quand même 2-3 trucs assez intéressants à mon sens. Et j'espère que je recevrai des échantillons pour vous les présenter plus tranquillement, plus qu'une petite bouchée comme ça. Et ça devrait bien se passer. On en reparlera. Et voilà les amis, c'est la fin d'un journal. Alors je suis encore à Lyon, je vais prendre mon train pour rentrer à Paris. Et on va quand même finir sur une bonne surprise. Je suis passé chez Paul, il y avait des croissants vegan. Donc avant de prendre mon train, je vais mordre dedans et je vais vous en parler. Bien croustillant. Bon feuilletage. Pas trop sucré, mais pas fade. Pas sec non plus. Ça sort du four, ce serait dommage. Très honnête. Et voilà, ils ont une bonne taille. C'est généreux, c'est du vrai gros croissant. Sympa. Bon, bah au moins, j'ai commencé dans la loose en essayant de vous montrer un croissant et je finis dans le succès en pouvant manger ce croissant. Merveilleux, n'est-ce pas? Bon allez, je vous laisse retourner à vos vies et puis on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de faire plein de petits trucs qui peuvent m'aider, ce serait très cool, merci d'avance. Et puis voilà, allez, je vais reprendre un train. Tchuss!